Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus assister à notre table ronde sur la nutrition sportive et la vague végétale, mythe ou réalité, organisée par la rédaction de RIA et l'Agropole. Donc une table ronde qui sera disponible en replay sur le site CFIA Connect. Et nous sommes ensemble pour environ 1 heure. À la fin de cette table ronde, il y aura une partie questions-réponses. Donc si vous avez des questions à poser à nos intervenants, surtout n'hésitez pas. Voilà. Alors pour parler de ce sujet, nous avons 3 invités de marque. Edwin Lucas, ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui diététicien, nutritionniste spécialisé en nutrition sportive, qui travaille pour le Crèves de Toulouse et le Stade Toulousain. Nous avons Sophie de Rénal, qui est directrice marketing du cabinet Nutri Marketing, et Sylvie Richard, à ma droite, donc journaliste chef de rubrique au magazine RIA. Alors, la nutrition sportive, c'est quoi ? Quel marché aujourd'hui pour ce segment ? Sophie, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire voilà, combien ça pèse aujourd'hui ce marché en France, comment le marché évolue ? Oui, merci déjà de l'invitation, Adrien. Merci à tous d'être là. Le marché aujourd'hui de la nutrition sportive en France, c'est 353 millions d'euros. Donc en progression de 6%. Ça s'est attendu à 481 millions d'euros en 2029. Ça, ce sont des chiffres d'Euromonitor. Et donc les protéines, la partie hyperprotéinée, c'est 241 millions d'euros en progression de 16%. Donc c'est vraiment ça les attentes consommateurs. Donc il y a une grosse hausse de ce marché. Est-ce qu'il y a un effet JO éventuellement qui va doper le marché cette année ? Alors sans doute un effet JO qui risque de peut-être s'atténuer dans le temps. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a eu un engouement pour le sport aussi avec la Covid, avec les gens qui ont voulu faire des choses pour leur santé et avoir une approche beaucoup plus proactive sur leur santé qu'une approche réactive qu'ils avaient jusque-là, c'est-à-dire ou curative. Jusque-là, j'attendais d'être malade pour faire quelque chose. Aujourd'hui, on essaye de ne pas être malade. Donc de la prévention. Donc les gens se sont remis à Absolument. refaire du sport après la Covid. Absolument. Alors aussi d'avoir été enfermé. Hein, Ouais. mais alors, il y a eu plusieurs impacts, puisque au moment de la Covid, on a acheté beaucoup d'appareils de sport, de musculation ou autres pour chez soi, parce qu'on ne pouvait plus aller dans les clubs, etc. Il y a aussi beaucoup de gens qui se sont mis à faire du running, parce que ça permettait aussi d'aller se promener. Et donc, on a investi sur des choses, ce qui a fait baisser le nombre de clubs de gym à l'époque. Et c'est en train de revenir, les clubs de gym. Mais donc, effectivement, il y a eu des influences et les consommateurs sont très en recherche d'avoir cette action proactive sur leur santé, avec une grosse différence par rapport à avant Covid. Avant, on ne voulait pas vieillir et aujourd'hui, on a compris qu'on allait vieillir, qu'on allait mourir. Mais si on pouvait le faire en bonne santé, ce serait top. Donc, l'idée, c'est pas de prolonger l'espérance de vie, qui est déjà très forte en France, très bonne en France, mais d'avoir une meilleure espérance de vie en bonne santé. Aujourd'hui, on a une des meilleures espérances de vie de la planète, mais que 75% de notre temps qui va être en bonne santé. Très bien. Évidemment, le dernier quart est devant nous, donc on a tout intérêt à faire du sport pour mieux s'entretenir. Super, donc c'est un marché en évolution qui progresse, on vient de le dire. Quelles sont les différentes formes ? Si moi demain je veux manger des aliments nutritifs pour faire du sport, après l'effort, qu'est-ce que je peux prendre comme produit ? Sous quelle forme ? Alors il y a beaucoup de choses, et ça va dépendre du sport, ça va dépendre aussi de l'âge du capitaine, puisqu'on voit évidemment beaucoup de choses qui vont être nomades, facile à prendre en même temps que de faire du sport. Donc on voit beaucoup de nouveaux formats, beaucoup de boissons, beaucoup de bars, des choses par exemple si vous voulez partir en trekking pendant des jours, il faut des choses en poudre qui soient faciles à réhydrater, qui soient faciles à utiliser. Évidemment des emballages durables pour ne pas les laisser quand vous montez sur l'Himalaya. Et voilà, donc tout un tas de nouvelles formules. Il y a plus de végétal, c'est le thème là aussi, on le voit au niveau des protéines. Mais globalement, c'est des choses plutôt protéinées. Et puis en fonction du sport, en fonction de votre niveau de sport, si vous êtes vraiment athlète de haut niveau, ce ne sera pas la même chose que si vous êtes sportif du dimanche, ce ne sera pas la même chose si vous êtes jeune, si vous êtes plutôt senior, ça ne sera pas la même chose si vous êtes une femme ou un homme. Et donc chacun a des besoins et on voit aussi une personnalisation de plus en plus. Je vous donne un exemple.
Un des sports qui monte beaucoup, c'est le e-gaming, où là, vous êtes dans un fauteuil à jouer aux jeux vidéo toute la journée. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas besoin forcément de nutrition spécialisée, mais si, parce qu'en fait, il faut être focus pendant des heures et des heures. Il faut des choses donner pour à vos manger yeux, à ses neurones. à ses neurones, mais à ses yeux, à son corps aussi, malgré tout. Il faut de l'hydratation, il faut des produits qu'on peut manger tout en continuant à jouer. Donc tout ça, c'est vraiment des choses très particulières. Et on parlait du mental et de l'attention pour le e-gaming, mais le mental, ça permet aussi de gagner des courses, ça permet de gagner des matchs, ça permet de gagner des choses. Donc le mental dans la nutrition sportive, c'est très important aussi. Mais je pense qu'on en parlera mieux, Edwin en parlera mieux que moi. Et quelle est la forme donc la plus répandue pour ces aliments? Par exemple, pour le e-gaming, c'est de la boisson ou c'est des bars? Ça va, les deux, mais la boisson, c'est plus facile. Ouais. C'est forcément plus facile. Il y a eu, alors c'est vraiment un gadget, mais quelqu'un qui avait fait un siège de e-gaming et avec un bouton pour pouvoir commander son Burger King en appuyant sur le fauteuil connecté, si on veut aller donc, jusqu'à l'extrême. Aucun effort physique, que du mental en fait. Voilà, c'est ça. Ok, très bien, merci. Dernière question sur cette partie, Sophie. Quels sont les majors, les grands groupes ou les entreprises un peu connues en France qui sont sur ce marché, qui se développent? Alors c'est un marché qui est très très morcelé et avec beaucoup de choses qui viennent d'Internet, donc qui viennent de partout. En France, on va avoir MyProtein qui pèse 13% du marché, c'est le leader aujourd'hui. On a Aptonia, donc la marque de Decathlon, qui est à 10%. Et Nutrition et Santé qui est près de 10 aussi, donc, mais plus pour des produits un peu grand public, on va dire. Après ça, les athlètes de haut niveau, il y a vraiment des boutiques spécialisées en physique ou sur Internet beaucoup, où on se fait livrer des protéines ou des choses comme ça. Et après, il y a aussi des groupes qui ne sont pas trop sur ce marché. Je pense à Danone, mais qui se lancent vraiment avec leur marque iPro, qui essayent de rentrer de plus en plus sur ce marché. Oui, alors tous ces produits hyper protéinés, c'est toujours un peu curieux parce que dans notre pays, oui, il y a des seniors qui ont besoin de plus de protéines, mais éventuellement, évidemment les sportifs aussi. Mais le commun des mortels, aujourd'hui, en consomme plutôt trop. Mais on en recherche toujours plus. Et donc, on va chercher effectivement tout le monde. La protéine, c'est vraiment l'ingrédient star en ce moment. Ça ne fait pas grossir, c'est bon pour les muscles, c'est bon pour tout ce que vous voulez. Donc voilà. Mais oui, tout le monde tente d'entrer sur ce marché-là. Très bien. Alors Edwin, on va parler un petit peu des attentes des sportifs. Alors quelques petits mots de présentation. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours déjà, donc depuis le sport de haut niveau jusqu'à votre profession aujourd'hui? Ouais, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Pour me présenter en grande ligne, j'ai commencé, on va dire, je suis sportif un peu né parce que j'ai toujours fait du sport et après j'ai vraiment commencé on va dire à faire du haut niveau à l'âge de 15-16 ans. On va dire que j'ai commencé mon premier parcours, c'était à Rennes en Bretagne, en entrant dans un pôle espoir et je pratiquais à l'époque le kayak de course en ligne. Et après j'ai voyagé un peu en France, je suis rentré en pôle France, en gros je suis allé à Nancy, après je suis allé à l'INSEP à Paris et j'ai fini à Toulouse. Donc j'ai voyagé un peu grâce à mon parcours de sportif et à côté de ça, du coup la nutrition est rentrée un petit peu en ligne de compte dans ma transformation corporelle, dans la prévention un peu des blessures et du coup j'en ai un petit peu fait aussi mon parcours scolaire et je me suis diplômé en 2013 ou 2014, j'ai plus en tête et après j'ai commencé à pratiquer en tant que diététicien et j'ai fait mon réseau sur Toulouse en démarrant à mon compte et après en travaillant auprès des sportifs et puis au niveau du CREPS, instaurer un petit peu cette nouveauté, ce suivi auprès des sportifs et maintenant dans des clubs professionnels aussi dans l'accompagnement. Voilà un petit peu. Et quelques mots sur votre palmarès quand même. Ouais, j'aime pas trop, on va dire, mais mes meilleures places, c'est champion d'Europe et vice-champion du monde. Et, en kayak. En kayak de course en ligne, ouais. Voilà, super. Alors, que recherchent les sportifs justement dans leur alimentation aujourd'hui en termes d'un point de vue nutritionnel? Peut-être on va commencer par ça. Alors le sportif, il est un peu basique et j'étais comme ça jeune, c'est on veut performer. Et finalement, ce qui est un peu
du coup compliqué, nous, en tant que nutritionnistes, c'est qu'on doit reprendre finalement la base du sportif. C'est un peu comme tout le monde, c'est avoir un corps en bonne santé. Et finalement, 50% de notre nutrition, qu'on soit sportif ou non sportif, est très similaire. Et après, bien entendu, le travail de fond qu'on a à faire avec un sportif, c'est d'améliorer ce que j'appellerais à la fois l'apport énergétique, parce que souvent les sportifs, entre guillemets, vont pas manger assez au bon moment. En gros, l'image un peu bête et méchante, on va dire, c'est que mon métier, c'est un peu d'être garagiste d'un corps, et une voiture de tous les jours qui grince, qui avance péniblement, on s'en moque un peu. Mais en fait, le corps d'un sportif, c'est plutôt une Formule 1. Et l'image qu'il faut avoir, en fait, c'est qu'une Formule 1, on optimise tous les niveaux avant qu'elle démarre. Et donc, du coup, très souvent, le plus gros du travail, c'est d'expliquer aux sportifs d'inverser ses tendances alimentaires, qu'il a tendance, en gros, à s'épuiser totalement et à manger énormément dans les jours de repos où en fait, là, son corps réclame. Et lui, il dit, non, moi, ça va bien. Tous les jours, je m'entraîne, je ne ressens pas le besoin. Et en fait, il s'épuise, il se blesse, il performe moins bien, il ne progresse pas. Et nous, en fait, notre job, c'est de l'accompagner là-dedans. Donc, c'est assez vaste et ça ne se fait pas en une heure. C'est du temps. Et la nutrition, c'est un des problèmes qu'on a, c'est on manque souvent de temps pendant l'accompagnement. Parce qu'il faut d'abord comprendre et après, on va dire, mettre en place. Et mettre en place, c'est changer des habitudes. Donc, c'est de l'accompagnement souvent personnalisé. On aimerait bien une trame bête et méchant. Qu'est-ce que je dois faire le lundi, mardi, mercredi? Souvent, j'ai ça au téléphone. Monsieur Lucas, demain, je mets tout en place, vous inquiétez pas, et faites-moi un plan. Mais sauf que la réalité de tous les jours, c'est pas ça. Donc, il faut s'adapter aux horaires, aux contraintes. Les sportifs, ils peuvent avoir un travail, ils peuvent avoir une vie de famille, ils peuvent avoir plein de choses à côté. Donc, c'est vraiment optimiser tout ça et voilà un petit peu ce que je dirais, les contraintes qu'on peut rencontrer. Donc c'est vraiment en fait quelque chose de très spécifique, du cousu humain pour chaque sportif en fait, de haut niveau, Oui. Une alimentation très précise en fonction de ses besoins et son rythme de vie aussi, c'est ça? Oui, Voilà. Et en fait, le truc qu'on doit créer finalement avec beaucoup de sportifs de haut niveau, c'est aussi d'avoir une compréhension. Et en fait, c'est s'adapter aussi au niveau de la personne qu'on a, qui va comprendre qu'est-ce qui va être intéressant pour elle ou pas. Et en fait, ça, c'est du personnalisé. Voilà. C'est vrai que ça, tout le monde a entendu qu'il fallait des protéines, des lipides, des glucides, des vitamines, des minéraux, des fibres. Je pense que ça, on l'a tous entendu. Mais après, la réalité, c'est qu'est-ce que je mets dans l'assiette, à quel moment. Et tout ça, ça se personnalise énormément. En fait, c'est assez complexe. Alors, est-ce qu'il peut y avoir justement une alimentation plaisir quand on est sportif de haut niveau, ou c'est surtout une alimentation devoir? Est-ce qu'on peut combiner les deux? Clairement, c'est indispensable. L'alimentation plaisir. L'alimentation plaisir fait partie de notre équilibre alimentaire et aujourd'hui, j'ai quand même dans l'accompagnement, même en gros, s'enlever le plaisir, globalement, ça pose autant de problèmes que mal manger, globalement. Et enfin, quand je dis mal manger, pas au bon moment ou pas les bonnes choses, je parle de l'équilibre en fait qui n'est pas respecté. C'est aussi significatif que des gens qui s'empêchent de se faire plaisir, qui en fait n'ont plus de plaisir social, familial, parce qu'ils se mettent à part par exemple, ou qui se restreignent par peur de l'effet sur leur corps. Notre corps, il est quand même capable d'absorber énormément de choses, et surtout quand on est sportif, on s'en rend compte. Être capable de faire des choses, on va dire, violentes pour le corps. Tous les sportifs l'ont connu, mais il est capable d'absorber. Et après, c'est une gestion d'équilibre, en fait. C'est quel moment je me fais plaisir ou pas. Et là, en fait, c'est de la communication avec le sportif qu'on accompagne. Il va nous dire un peu ce qu'il ressent. Et notre job, c'est de l'accompagner au mieux pour qu'il ne soit pas, entre guillemets, dans une frustration ou quelque chose de négatif, mais qu'il se fasse quand même plaisir par moment. Pour qu'il soit bien. Et alors, sous quelle forme on peut se faire plaisir? On en parlait un petit peu avec Sophie de Rénal. Donc, il y a des boissons, des bars, voilà, où c'est une alimentation, on va dire, lambda. Pour le sportif, globalement, la nutrition plaisir, elle est, on va dire, en général, dans ce qu'on appelle plutôt des aliments qu'il va éviter dans sa préparation. Je pense, on a tous en tête, voilà, manger une raclette avant un marathon, ça va pas être évident. Enfin, Il faut éviter. Voilà, ça va être... Le message est passé dans la salle, si jamais vous aviez des vocations. Ça va être aussi, par exemple, la gestion de la consommation d'alcool, parce qu'un sportif, il sait que globalement, s'il n'est pas raisonnable dans sa consommation, ça limitera obligatoirement sa récupération, son sommeil, aussi sa progression. Les plaisirs sucrés, ça peut être...
En fait, ça va dépendre aussi de ses goûts, hein. Il y en a qui vont ils vont aimer la viande, d'autres ils vont aimer l'alcool, d'autres. En fait, c'est très vaste, mais je pense que ça peut être sous type d'alimentation, ça peut être le fast-food aussi pour certains. Enfin voilà, et en fait, on peut l'intégrer dans la préparation. C'est juste voir dans quel niveau on l'intègre et quelle quantité, quelle fréquence, ainsi de suite, quoi. Alors on est là aussi pour parler du végétal, de la vague végétale qui se développe de plus en plus aujourd'hui dans l'alimentation des Français, mais pas que, hein, au quotidien. Sophie de Rênal, vous qui observez justement les tendances de consommation, est-ce que les protéines végétales se développent dans la nutrition sportive ? Ou justement, par rapport à d'autres marchés, la nutrition sportive est un peu en retard ou pas ? Alors, je vais parler sous contrôle du diététicien, mais a priori, les protéines laitières sont plus complètes aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a cette tendance végétale. Alors, je dirais que ça dépend encore une fois du sportif. Si on est vraiment dans la performance et dans les champions d'Europe ou les athlètes olympiques qu'on a vus ou paralympiques qu'on a vus récemment, ce ne sera sûrement pas les mêmes attentes que voilà, les gens qui veulent se mettre au sport et qui se mettent au sport, même si c'est quelque chose de régulier, où là, on voit effectivement de toute façon des produits végétaux qui apparaissent. Après, on va combiner plusieurs sources de protéines végétales pour pouvoir avoir des acides aminés complets, des aminogrammes, donc souvent une légumineuse, une céréale, pour pouvoir être sûr d'avoir tous les acides aminés essentiels. Et on voit effectivement voilà, des choses arriver comme ça. Dans les boissons, ça va plutôt, c'est pas forcément des protéines végétales, mais on va avoir des choses, des électrolytes, des vitamines, des minéraux, des boissons énergétiques qui ne seront pas forcément protéiques, là, du coup. Et donc des choses comme ça, effectivement, mais le végétal, de toute façon, prend aussi sa place, bien sûr, dans la nutrition sportive aujourd'hui. Alors Edwin Lucas, justement, la nutrition végétale dans la nutrition sportive, est-ce que c'est une réalité aujourd'hui ? Est-ce qu'on commence à avoir un début de transition dans est-ce que vous préconisez justement des légumineuses ou pas ? Pas encore. Si, bien sûr. En fait, comme je disais, en gros, la nutrition de base d'un sportif, elle doit être variée, en gros, et globalement, les protéines végétales, elles en font partie et c'est intégrante, ça c'est certain. Après, on va bien sûr essayer de les placer à des moments stratégiques. En gros, pour nous, ça va dépendre aussi de comment mange le sportif. Donc, je peux accompagner, par exemple, des sportifs aujourd'hui qui se veulent plutôt sans protéines animales. Et globalement, on va utiliser tout de suite beaucoup plus le secteur des protéines végétales chez eux parce que c'est un choix et que moi, en fait, mon objectif, c'est d'accompagner la personne. Donc, je ne vais pas dire tu es vegan ou végétalien, je ne peux pas t'accompagner. Pour moi, les protéines animales sont meilleures. En gros, ça, on va avoir obligatoirement des sportifs qui sont dans cette vague-là et on les accompagne. Après, on est plus vigilant sur leur bilan sanguin parce que globalement, il y a obligatoirement plus de carences quand même. Ça, c'est une réalité. C'est pas toujours sur les protéines d'ailleurs qu'on est le plus vigilant. C'est plutôt rare que là-dessus on surveille, mais c'est plus sur le fer, sur la vitamine B12 qu'on va voir apparaître des choses vraiment assez simples. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les sportifs qui des fois s'orientent vers un changement alimentaire plutôt, se sous-alimentent encore plus, on va dire par peur entre guillemets de faire des bêtises. Ils vont globalement enlever beaucoup de choses. Et des fois, c'est là où la plus grosse erreur est faite et qui crée les carences. En général, c'est plus qu'on ne mange pas assez. C'est plus qu'un problème de, on va dire, que végétal ou protéines animales végétales, par exemple. Je pense que c'est souvent la quantité qui apparaît plus comme un problème. Et ça, c'est quand on change ses habitudes. Des fois, on est un peu trop radical. Et vous pouvez conseiller des compléments en protéines végétales éventuellement ? Oui, bien sûr. Comme je disais, si le sportif, je dois l'accompagner là-dedans, et en gros, c'est assez basique, mais moi, je vais travailler sur ce qu'il fait. Donc, je vais lui demander de me montrer sa nutrition de base. Donc, ensuite, si je dois travailler sur sa nutrition sportive, il va me montrer ses barres sportives, sa boisson sportive. Et si c'est à base entre guillemets de végétal, c'est à moi d'optimiser ça dans ses choix, de lui dire c'est plutôt cette quantité-là, cette fréquence-là, et ça va être le même type d'accompagnement. Ouais. Oui.
Alors Sylvie Richard, vous avez récemment donc écrit tout un dossier dans le magazine Aria sur la nutrition sportive. Donc vous avez regardé le marché, vous avez regardé également l'offre des fournisseurs en ingrédients, et vous avez parlé d'une étude qui a été faite sur les attentes des sportifs un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bonjour à tous. Alors, pour cette étude citée dans le dossier, effectivement, que j'ai co-réalisée avec mon collègue Valentin Rago, pour cette étude, Prinova, qui est un fournisseur de prémix de nutriments, qui est d'ailleurs présent sur le salon aujourd'hui, donc Prinova a interrogé des consommateurs pratiquant une activité physique et dans différents pays, en Europe, notamment en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne. Et il leur a demandé les ingrédients qu'ils recherchaient le plus. Et il ressort donc de l'étude que les ingrédients les plus recherchés sont les vitamines, à 64%. Donc soit près des 2/3 des consommateurs qui ont répondu à l'étude. Et arrive ensuite à 42% les protéines végétales. Donc ça montre qu'il y a un vrai intérêt pour les protéines végétales, sachant que les protéines laitières arrivent les répondants ont répondu à 26% qui recherchaient les protéines laitières. Donc on voit qu'il y a quand même un intérêt pour les protéines végétales, mais il faut savoir quand même que les protéines laitières sont encore largement utilisées pour cette application parce qu'elles ont un vrai potentiel, un vrai intérêt nutritionnel. Donc, voilà. Quelles sont les plantes ou légumineuses qui sont privilégiées en ce moment dans la nutrition végétale sportive ? Est-ce que, alors peut-être une question pour vous deux, hein, qu'est-ce que Sophie, vous observez dans ce que vous voyez dans les tendances ? Dans les tendances, bon, il y a eu pas mal de soja à un moment donné, puis il y a des controverses autour du soja OGM, pas OGM. Donc on voit beaucoup du pois en ce moment aussi. On va voir après ça, les légumineuses arrivent maintenant, mais globalement jusque-là c'était quand même pas mal du pois. Mais des nouvelles sources arrivent, hein. On voit des protéines de tournesol, on voit des protéines de chanvre, on voit des protéines, voilà, beaucoup qui arrivent sur le marché, des nouvelles protéines végétales. Et il y aura de la place pour tout le monde parce qu'effectivement les consommateurs sont très en attente. Quelqu'un là fait aussi des protéines d'amande. En fait, simplement on déshuile l'amande. Il y a des farines d'amande ici sur le salon qui sont donc riches en protéines parce qu'ils ont entre 40 et 60% de protéines et facilement réhydratables pour faire des boissons végétales avec encore une fois 40-60% de protéines, ce qui est déjà pas mal. Edwin, même question sur les légumineuses, les protéines végétales. Qu'est-ce que vous observez ou qu'est-ce que vous conseillez éventuellement ? Quand on fait l'analyse, après, il faut toujours se méfier de la quantité qu'on va ingérer après aussi, parce que c'est toujours pareil, c'est relatif à ce qu'on mange, mais globalement, c'est sûr que les légumineuses ou ce qu'on appelle les oléagineuses sont quand même des sources assez riches en protéines végétales qu'on peut utiliser facilement pour compléter ou suppléer, pour amener une plus grosse quantité, ça c'est sûr. Et après, c'est sûr que il y aura toujours des nouveautés, mais je pense que celle-là, c'est celle qu'on peut le plus facilement intégrer dans une alimentation sans aussi modifier trop le goût. Ça, c'est la difficulté qu'on va avoir. On a aussi, nous, maintenant, des goûts préférentiels, mais les légumineuses et les oléagineux sont assez faciles à intégrer dans nos repas pour compléter l'apport. Même question alors pour Sylvie. Donc, qu'est-ce que les fournisseurs d'ingrédients aujourd'hui proposent comme type de protéines végétales ? Alors pour cette application, l'alimentation pour sportifs, on peut trouver parmi l'offre des fournisseurs du pois, donc, comme ça a été cité, et aussi de la févrole. Alors pour le pois, le groupe Roquette, qui est un fournisseur important d'ingrédients végétaux, a développé des concepts de produits, notamment des bars et des boissons, des poudres pour boissons, associant sa protéine de pois, la Nutralis S85+, et sa protéine de riz, Nutralis Rice 1800XF ou 1850XF. Donc le groupe est allé jusqu'à faire faire des études scientifiques pour montrer l'intérêt de son isolat de pois. Donc les études ont montré qu'effectivement la supplémentation avec son isolat de protéines de pois Nutralis favorise le développement musculaire et la récupération musculaire. Pour le pois, il y a un autre fournisseur qui propose
un ingrédient, c'est In Good by Olga, qui a lancé l'année dernière Picara, spécialement pour la nutrition sportive, donc à base de pois, qui contient 55% de protéines et les 9 acides aminés essentiels. Donc cette protéine convient pour notamment des energy balls, des boissons en poudre ou des bars également. Pour la févrole, je citerai le fournisseur néerlandais Kosout qui a lancé il y a 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans, Tendra, donc un isolat de protéines de févrole, donc riche, donc, comme c'est un isolat, il est riche à 85% en protéines, il est soluble à pH neutre ou acide, donc intéressant pour les boissons. Rocket, que je citais précédemment, s'intéresse aussi à la févrole, puisqu'ils ont lancé au mois de mai dernier un isolat de févrole, un isolat de protéines, le Nutralis Fava S900M, qui affiche donc une teneur 90% en protéines, donc il peut s'utiliser dans différentes applications, mais très probablement aussi en nutrition pour sportifs. Il y a une autre protéine qui devrait bientôt apparaître, c'est la protéine de colza, proposée par DSM Firmenich, puisque j'ai vu passer la semaine dernière une annonce, ils m'ont proposé un webinaire sur ce thème, donc utilisant leurs protéines, le Canola Pro, si je ne me trompe pas de nom, dans l'application dans les aliments pour sportifs. Voilà. Et je crois que donc c'est un projet français avec le groupe Avril aussi. Hein. Voilà, ils sont en partenariat avec eux. Alors donc on voit le pois et la févrole, on le vend en poupe. Pourquoi ces deux spécificités de développement de produits? Comme ça a été dit, donc c'est des légumineuses donc riches en protéines. Sur la matière brute, le pois c'est 21% et la févrole 25%, donc c'est intéressant. Et comme ça a été évoqué, elles ne contiennent pas de gluten et ce ne sont pas des allergènes majeurs. Donc ça, pour les consommateurs qui sont concernés par ces problèmes, c'est quand même intéressant. Donc sur le plan agronomique, c'est des légumineuses, donc elles ont la capacité de fixer l'azote de l'air. Donc elles nécessitent peu d'intrants, donc ça c'est intéressant aussi d'un point de vue durable pour les consommateurs qui sont sensibilisés. Et donc ce sont aussi des cultures sans OGM, donc rassurant aussi pour certains consommateurs, même si par rapport au soja, le problème des allergènes, c'est par exemple avec le soja et aussi les OGM. Mais bon, même s'il existe en France une filière sans OGM de soja. Et alors, quid des algues? Est-ce qu'on commence un petit peu à avoir des choses sur les algues? Peut-être Sophie de Rênal, un petit mot là-dessus? Oui, bien sûr, on commence à avoir beaucoup de choses à partir des algues, beaucoup d'ingrédients, beaucoup même de produits finis de plus en plus, et effectivement, bien sûr, des protéines aussi. Là encore, pour concentrer des protéines qui viennent des algues, il y a quand même, il faut beaucoup de biomasse, mais il y en a. Donc oui, ça commence à arriver aussi, les algues, et alors c'est moins végétal, mais bien sûr, les insectes arriveront pas loin derrière. Il y aura les mycoprotéines également qu'on pourrait citer, qui sont déjà assez présentes. Donc vous prenez un peu de mycélium de champignons et vous mettez ça dans un biofermenteur et vous avez des tonnes de mycélium. Et je vous défie de faire la différence quand on fait une aromatisation poulet par exemple et que vous snackez simplement avec un vrai filet de poulet. Donc c'est des alternatives qui sont relativement clean label et qui sont riches en protéines, très riches en protéines et totalement végétales aussi. Sylvie, Richard, sur les algues? Alors, effectivement, les algues sont intéressantes. Elles sont une source importante de protéines. Donc, dans la famille des algues, il faut savoir qu'il y a donc les macroalgues, celles qu'on peut voir sur les côtes à l'œil nu, et puis les microalgues et les cyanobactéries qui sont associées le plus souvent avec les microalgues. Donc, ces 3 types d'algues apportent aussi des vitamines, la vitamine A, les vitamines groupe B et des nutriments comme le calcium ou le zinc. Donc, c'est ce qui les rend quand même donc intéressants pour les sportifs. Mais malgré tous ces atouts, la filière a quand même du mal à se développer dans cette application parce qu'il y a un enjeu en termes d'approvisionnement. Il faut savoir que les macroalgues, elles sont récoltées à 95% et seulement 5% issues de culture. Donc il y a un défi à ce niveau-là. Il y a un autre défi, c'est celui réglementaire, puisque par exemple les microalgues, il y a très peu d'espèces qui sont autorisées.
Donc cela nécessite de faire des demandes d'autorisation de mise sur le marché dans le cadre du règlement Novel Food. Ce sont des démarches longues et très coûteuses, donc c'est un peu fastidieux. C'est d'ailleurs le problème que rencontre la société Fermentalgue, qui a des dossiers en cours, à la fois pour une protéine et pour un colorant. De son côté, la société Algama, elle a fait le choix d'utiliser des espèces autorisées, puisque certains de ces produits sont déjà commercialisés. Un autre défi avec les algues, c'est le goût. Donc ça demande un travail de formulation pour rendre les produits acceptables d'un point de vue sensoriel pour le consommateur. Alors très bien, très bonne transition. Et le goût dans tout ça, des protéines végétales, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelles sont les attentes des sportifs, des consommateurs? Sophie et ensuite Edwin. Alors le goût, c'est capital, on le voit dans les produits végétaux. C'est une des raisons pour lesquelles le marché n'a pas déjà explosé. C'est parce que c'est assez déceptif au début d'avoir des substituts de viande, les premières générations. D'abord, elles étaient ultra transformées. Le premier steak Herta, il avait 25 ingrédients, donc c'est quand même beaucoup. Donc aujourd'hui, on voit des solutions qui sont beaucoup plus acceptées par les consommateurs, attendues aussi par les consommateurs, avec des protéines végétales, que ce soit de pois, de lentilles, de légumineuses, etc. Donc effectivement, le goût, c'est le deuxième frein pour les consommateurs, le premier étant le prix, évidemment, toujours. Et ça vient avant quand même le côté clean label. Donc vraiment, il faut d'abord que ce soit bon de toute façon. On est tous des consommateurs, donc on le sait. Et c'est vraiment ce qui a été le plus gros frein. Donc bon au goût, mais bon en texture aussi. Il faut que ça... Alors, on voit beaucoup, au début, on a vu beaucoup des alternatives, des choses qui essayaient de ressembler au maximum aux produits animaux. Aujourd'hui, on voit plutôt des produits qui se démarquent et vous allez avoir des couscous végétaux ou des choses, des plats cuisinés qui ne cherchent pas à imiter quelque chose, mais qui sont 100% végétaux et riches en protéines. Edwin Lucas, l'importance du goût dans la nutrition sportive? Oui, c'est important. Essentiel, indispensable, je sais. Non, mais c'est sûr que Est-ce qu'en fait, on peut dire, peut-être de manière abusive, que manger des produits sportifs, énergétiques, c'est pas forcément très bon, ou c'est plus le cas? Pour le goût? Oui. Et pour le goût. Ouais, je pense qu'il y a quand même une partie de réalité, c'est que dans la nutrition sportive, il y a souvent un aspect qui est développé, c'est le côté pratique quand même. C'est-à-dire que comme on veut enrichir l'alimentation d'un sportif, on va être obligé d'augmenter les apports et on veut rendre pratique le côté, on va dire, augmentation. Donc du coup, on va créer des choses pour qu'il puisse manger entre les repas ou supplémenter son repas. Et donc c'est moins attaché au goût, ça c'est une réalité. Et donc il faut être vigilant à l'utilisation quand même pas trop régulière des fois de certains produits, parce que sinon ça dénote et le sportif ne se fait plus plaisir. C'est juste de la nutrition fonctionnelle 100% et ça finit obligatoirement par créer soit une lassitude, soit de moins manger et donc du coup globalement de moins performer à un moment, quoi. Donc c'est un point à surveiller, ça c'est certain. Ouais. Sylvie Richard, est-ce que les produits issus des protéines végétales sont bons dans la nutrition en général? Alors effectivement, il y a le consommateur. Les sportifs sont des consommateurs, donc ils attendent des produits qui soient bons au goût. Et il y a une vraie attente, puisque pour le dossier que j'avais réalisé, donc il y avait une étude qui avait montré que 79% des Français qui considèrent que l'on peut se faire plaisir en mangeant quand on fait du sport. Donc c'était un sondage OpinionWay pour Charal. Donc oui, alors le problème avec les protéines végétales, c'est leur amertume, c'est leur astringence, donc c'est pas forcément toujours évident d'y pallier, mais les fournisseurs y travaillent. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les protéines laitières sont très utilisées pour ces applications et on ne peut pas les remplacer comme ça. On ne peut pas remplacer les protéines laitières par des protéines végétales simplement comme ça d'un coup de baguette magique. C'est tout un travail de formulation parce que elles n'ont pas la même texture, elles n'ont pas le même goût. Donc oui, mais il y a encore du travail, mais les fournisseurs
ils travaillent d'arrache-pied justement. Alors, on est là aussi pour parler du chanvre. Vous n'êtes pas censé savoir que donc, le CFIA 2024 de Toulouse a un gros focus aujourd'hui sur le chanvre. Sur l'espace Cap qui est situé là-bas à ma gauche, est dévoilé aujourd'hui pendant les 3 jours une nouvelle boisson sportive à base de chanvre qui a été donc créée à la fois par la start-up V21, une start-up toulousaine, et la recette, le conditionnement, la création ont été assurés par Agropole et Agrotech à Agen. Est-ce que le chanvre se développe, Edwin? Alors je sais que vous avez goûté la boisson qui est d'ailleurs en dégustation, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez passer sur le stand la découvrir. Le chanvre, c'est un petit peu nouveau dans la nutrition, voilà, enfin, la nutrition normale et la nutrition sportive. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en effet, pour moi c'est assez nouveau. Majoritairement, j'ai plus vu les autres éléments qu'on a cités avant. Et pour avoir goûté, je pense que c'est sûr que en tout cas, nutritionnellement déjà, on peut se dire que c'est un produit qui est intéressant. Ça, c'est sûr. Après, réussir à l'utiliser, moi dans les faits je l'ai plus vu utiliser surtout pour l'huile. L'huile globalement on sait qu'elle a des apports nutritionnels très intéressants et après sous forme de graines aussi pour compléter soit des salades, soit dans un dessert, certains vont l'utiliser globalement, ça j'ai déjà vu, mais la boisson c'est assez nouveau. Donc j'ai pas encore vraiment un avis dessus. Après sur ce qu'on m'a annoncé comme apport nutritionnel, pourquoi pas. Ça peut globalement participer à... Ça peut être intéressant comme complément. Comme complément, voilà. oui. Ouais, globalement, ce sera... De toute façon, sur les proportions qu'on pourra consommer et par rapport au reste de ce qu'a besoin un sportif, globalement, on ne peut pas miser dessus comme base, ça c'est sûr. Ou alors, il faut changer la façon dont on le mange, mais globalement... Là, ce sera surtout, on va dire plutôt oui, en complément ou pour le côté pratique, peut-être aussi, comme on disait tout à l'heure, après du sport ou en complément d'un repas pris à l'extérieur qui n'est pas suffisant, par exemple, pourquoi pas. Donc cette boisson, elle s'appelle Plum. Donc dans la table ronde juste après, on aura la fondatrice, créatrice de la start-up qui viendra nous en parler. Pourquoi ce nom, vous le saurez juste après. Et c'est une boisson qui est sous forme de canette, donc qui peut se prendre à n'importe quel moment de la journée. Et elle sera disponible, commercialisée très prochainement. Et donc vous pouvez la goûter donc sur le stand de Cap sous 3 parfums, vanille, pomme et café. Voilà. Sylvie Richard, peut-être sur le chanvre, justement, le profil nutritionnel du chanvre au niveau des protéines, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Alors, effectivement, le chanvre connaît un engouement actuellement. Il profite de la vague végétale, même si il suscite parfois certaines interrogations. Enfin, il faut savoir que le chanvre en alimentaire ne contient pas de substances psychotropes. Mais effectivement, il est intéressant puisqu'il est, d'un point de vue nutritionnel, puisqu'il contient 24% de protéines avec tous les acides aminés essentiels. Et il contient aussi certaines vitamines, notamment la vitamine E et des vitamines du groupe B. Donc voilà, il a un vrai potentiel. Mais toutefois, le chemin est encore un peu long à faire pour le chanvre, parce que selon des informations issues d'un projet français Protein New, la filière manque encore d'unités de transformation à grande échelle et d'investissement pour permettre des grands volumes. Mais bon, petit à petit, ça va venir. Ça va venir, et puis donc Émilie Capel nous en parlera tout à l'heure, comment elle a réussi à créer une petite filière dans le Gers qui se développe petit à petit. Peut-être une dernière question, Sylvie Richard, on en parlait également, on a parlé à un moment de micronutriments dans l'alimentation des sportifs. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire est-ce qu'il y a une importance sur l'assimilation de micronutriments voilà. Effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure à propos du fer. Effectivement, pour le dossier, la nutritionniste que j'avais interrogée m'avait dit que parmi les micronutriments les plus importants, c'était le fer pour tous les sportifs, quel que soit le sport, que ce soit des sports d'endurance ou autres.
C'est le nutriment anti-fatigue, anti-essoufflement. Donc le fer doit être apporté par l'alimentation. Alors avec la vague végétale, ça peut poser certains problèmes puisque le fer végétal est moins bien absorbé que le fer héminique de la viande. Donc le fer végétal c'est 5%, n'est absorbé qu'à 5%, alors que le fer de la viande c'est 25%. Donc il faut en tenir compte, il faut que les sportifs en tiennent compte. Enfin, Edwin Lucas connaît bien le sujet, j'imagine, il doit mieux savoir que moi conseiller les sportifs. Mais effectivement, donc, pour les flexitariens qui mangent encore de la viande, voilà, ça permet certainement de mieux couvrir les apports que quand on n'en mange pas du tout. Bien, merci. Peut-être un mot de complément sur ce sujet, Edwin ou Sophie. Sophie, oui, ou allez-y. Ouais. Moi, je voulais juste revenir 2 secondes sur le chanvre, parce que c'est une filière qui effectivement se développe. En fait, entre guillemets, le problème, pourquoi le chanvre sort maintenant, effectivement, Sylvie l'a dit, c'est la tendance végétale. Mais jusque-là, le chanvre, il est surtout utilisé pour la construction et la graine, c'était vraiment le coproduit dont personne ne faisait rien jusque-là. Donc là, ça commence juste la filière commence à s'y intéresser, à voir qu'il y a des intérêts. Et effectivement, il va falloir qu'ils se structurent, qu'ils investissent dans des outils pour pouvoir la transformer. Mais elle a vraiment un potentiel incroyable, cette graine-là, et pour une graine végétale qui a tous les acides aminés essentiels et qui voilà, c'est en plus une plante très durable qui n'a pas besoin d'intrants. Elle a beaucoup d'atouts au niveau développement durable et au niveau nutritionnel, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Jusque-là, la filière la considérait vraiment comme un coproduit et ce n'était pas du tout un intérêt premier. Voilà, et donc ce que propose aujourd'hui le CFIA à travers ce projet CAP, c'est une vraie innovation, donc vraiment une nouveauté sur le marché de l'alimentation et de l'alimentation sportive. Donc voilà, je vous invite à aller déguster cette boisson à la fin de la deuxième table ronde où justement on va en parler. Edwin Lucas, sur la partie micronutriments, peut-être quelques mots ? Ouais, peut-être rebondir juste sur donc le fer. En effet, on va surveiller. Alors, il n'y a pas que la viande, parce que souvent on l'entend beaucoup, mais parce que souvent la légende un peu, c'est si je mange plus de viande rouge, j'aurais plus de fer. En fait, les produits de la mer, par exemple, sont largement suffisants. Et dans des crevettes, dans des crustacés, on retrouve largement autant de fer que dans la viande. Et les œufs aussi sont une très bonne source pour le fer héminique. Donc, c'était juste pour faire ce petit rappel là, mais. Et après, micronutrition, en fait, moi, je le simplifierais, même si c'est pas simple, mais c'est surtout amener les gens à plus varier leur alimentation et à plus créer des complexes dans leur assiette. En fait, la micronutrition, on parle beaucoup, en gros, des éléments séparés, de la vitamine C, de la vitamine D, du fer, des oligo-éléments, ainsi de suite. Et finalement, ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que le complexe de mélange est le plus important pour absorber tout ça. Et donc, du coup, d'apprendre aux gens à faire des mélanges dans leur assiette, de mettre, au lieu de mettre que de la salade, de mettre de la salade, des carottes, des poivrons rouges, en gros différentes couleurs, de mettre, comme on l'a cité tout à l'heure, des lentilles et du riz plutôt que du riz, de varier les types de riz, de varier les types de lentilles. Et c'est ça qui va amener plus de complexe. Mais du coup, dans la vie d'un sportif, qui est des fois en voyage, qui est des fois en déplacement, qui n'est pas tout le temps chez lui. Ramener tout ça, c'est pas toujours évident. Et du coup, dans ce cadre-là, d'enrichir son alimentation par moment en certains micronutriments, on est un peu obligé d'y penser en prévention, en gros. Si un sportif, j'en sais rien, un beach volleyeur qui me dit là, je vais passer à peu près 3 mois de l'année en déplacement en Asie ou autre, je mangerai plus trop de légumes, de fruits parce que j'ai peur de tomber malade. Là, la micronutrition, globalement, elle tombe à plat. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Faut qu'on booste tout ça et qu'on trouve des solutions, quoi, voilà. D'où la nécessité d'être accompagné dans sa nutrition, d'être accompagné pratiquement au quotidien, justement. Et d'anticiper, quoi. Voilà. C'est clairement, en gros, comme je disais, il y a la base. Et souvent, les sportifs, ils ont une base qui est quand même intéressante. Et après, ce qui perturbe leur base, c'est les déplacements, les compètes, les stages et tout ça. En fait, si c'est pas un petit peu regardé d'un regard extérieur en avance, c'est là où ça court-circuite rapidement les performances, quoi. Très bien. Alors nous arrivons au terme de cette table ronde. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On a un petit moment, donc n'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants. Notamment Edwin Lucas, Sophie de Rénal, Sylvie Richard, donc à la fois sur la nutrition sportive, sur la boisson au chanvre, voilà. On a un micro qui devrait passer si vous avez des questions.
Oui, je vois un bras qui se lève. Bonjour. Est-ce que vous pourriez répéter la liste des fournisseurs que vous avez évoqués tout à l'heure, madame? Alors, j'ai cité Roquette, In Good by Olga. Je pourrais vous donner tout à l'heure l'orthographe si vous voulez. J'ai cité Kosun et j'ai cité aussi DSM Firmenich. Donc c'est deux mots composés, DSM-Firmenich. Voilà. C'était cela que vous vouliez? Je vous en prie. Est-ce qu'il y en a certains qui sont présents sur le CFIA, qu'on peut aller voir éventuellement si... Non, il y a Prinova que je citais tout à l'heure en premier, mais non, sinon les autres. Mais il y a d'autres fournisseurs depuis qui travaillent, qui arrivent aussi sur ce sujet. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Franchement, vous êtes là, n'hésitez pas à poser des questions. Allez, on essaye, on se lance. Adrien, je vais juste rajouter que Oui, sur le salon, il va y avoir Inveja qui va proposer des protéines végétales. Il va y avoir l'amandorle, par exemple. Il va y avoir les Légumes-Pulse. Il va y avoir des gens comme ça. Dans la liste des ingrédients, n'hésitez pas à aller les voir. Très bien. Question? Non? Alors, j'ai une autre question, moi. Juste... Ah, si, très bien. Voilà. Merci et bonjour à tous. J'ai une petite question sur tout ce qui est protéiné. En fait, pourquoi on ne parle pas du lupin? Oui, c'est vrai. Alors justement, chez Inveja, il y en a. Le lupin, c'est un allergène. Alors c'est pour ça. Mais en fait, oui, bien sûr, il y a une filière lupin, il y a les protéines de lupin et chez Inveja, vous allez les trouver. Ouais, merci beaucoup. Merci. Est-ce que dans ce qu'on observe aujourd'hui au niveau du végétal, Sophie de Rênal, est-ce qu'on observe la même chose dans les autres pays voisins, chez les pays occidentaux? Est-ce qu'on est au même niveau ou la France peut être éventuellement en avance ou pas? On ne va pas dire qu'on est en avance, non. Le végétal, il est très développé, par exemple, en Allemagne, il est très développé en Autriche, il est très développé dans les pays scandinaves. Plus que chez nous, mais ça ne veut pas dire que... nous, on a une filière viande qui était quand même assez importante aussi. On consomme quelque chose comme 86 kg de viande par an par habitant en France. La moyenne européenne est à 40 kg. Donc on est quand même un peu des viandards, faut le reconnaître. Moins que les Américains, mais quand même. Et du coup c'est, voilà, ça commence à venir. Mais il y a des pays plus en avance que nous, effectivement, sur le végétal. Mais voilà, tout est à construire. Ce qu'on voit dans les tendances aussi, c'est une tendance à pas que du végétal, donc des produits qui vont être hybrides, avec des protéines animales, des protéines végétales dedans, et notamment en termes de goût, en termes de formulation, ça sera Ça, sans on doute le voit plus sur le marché intéressant. français? Ça commence. Alors, il y a eu des produits qui ont été peut-être un peu trop en avance. Je pense à il me semble que c'était des boulettes chez Carrefour où ils faisaient 50-50, qui n'a pas fonctionné, mais c'était il y a 5 ans déjà. Donc voilà, parfois on est trop tôt. Et puis, mais il y a des choses qui commencent à arriver là-dessus. On a vu aussi au concours Innovation Agropole des saucisses qui étaient 50-50, viande et végétale. Mais je pense que c'était peut-être aussi un peu en avance. C'est Solina, non? Comment? Solina qui faisait ça? Je ne me souviens plus. On a un expert là-bas qui peut prendre la parole. On n'entend pas d'ici. Il y a un micro qui arrive, François. Oui, bonjour. Non, c'était une start-up qui s'appelle Bluff Saucisse et qui est dans l'est de la France et qui a créé sous forme de saucisses des plats cuisinés qui ont 50% de viande qui était la viande emblématique du produit et ils ont complété par l'ensemble des accompagnements du plat. Voilà. Mais je crois qu'au CFIA de Rennes, Solina proposait ça aussi. Oui, c'est possible, tout à fait. Il faut savoir qu'il y a depuis très longtemps, il y a des protéines végétales qui sont ajoutées dans des plats cuisinés, style les lasagnes ou Parmentier, pour des raisons de coût. En fait, ça permettait de réduire le prix par rapport à la viande. Donc,
Alors après, tout est une question de communication autour des produits. Maintenant, bon, comme c'est valorisant de mettre du végétal, donc voilà, tout est aussi une question un peu de positionnement, de marketing et de présentation, de la façon dont on présente ça aux consommateurs. Ouais. Du reste, sur le steak haché, si c'est pas marqué pur bœuf, vous avez sans doute des protéines de pois dedans. Une dernière question avant que voilà, un bras encore qui se lève. Ouais. Bonjour. On a vu qu'une des limites des protéines végétales, c'était les aminogrammes qui étaient incomplets. Quels conseils on donnerait à un sportif pour qu'il y ait une alimentation qui soit bien équilibrée à ce niveau-là? Le plus simple, ça reste le côté flexible. En gros, de savoir dans la journée répartir. En gros, c'est aussi mauvais un sportif qui mange que de la viande qu'un sportif qui dit j'arrête totalement, puisqu'il tranche trop et ça, on va dire, ça créera sans doute des carences à long terme. Mais le plus simple, c'est en gros d'essayer de se dire celles qui vont être le mieux assimilées ou qui vont correspondre le plus à un besoin, par exemple en lien avec une activité musculaire ou intensive. Et ben, on va se rapprocher plus des protéines animales quand même globalement, sauf si le sportif nous dit qu'il ne veut plus en consommer. Et après, d'utiliser peut-être les protéines végétales dans un autre cadre, plus de maintien ou de complément dans la journée. C'est sur des repas, on va dire, où il y a peut-être moins ce besoin-là, par exemple. Aujourd'hui, c'est facile à mettre en place ce genre de démarche? Oui, clairement, ouais. C'est ce qu'on fait au quotidien chez plein de sportifs. Il faut aller vous voir en fait. Il faut venir vous voir. Voilà. Non, je pense réellement que ça fait longtemps et c'est connu depuis... On s'y intéresse récemment, mais globalement, dans plein de pays et plein de sportifs depuis très longtemps. Si vous regardez le premier tiers de The Game Changers, qui est un reportage qui a parlé beaucoup de la protéine végétale, ben, je dirais que le deuxième tiers, faut pas le regarder, il est moins intéressant, mais sur la partie juste dire, un sportif, il consomme aussi des végétaux, pas que pour d'ailleurs le côté, on va dire protéines, parce qu'on parle beaucoup des protéines actuellement, mais le gros besoin du sportif, je tiens à le rappeler, c'est quand même les glucides, puisque c'est son premier carburant, et en gros les végétaux, c'est quand même eux qui apportent les glucides, hein. C'est pas ni la viande, ni le poisson, ni les œufs, et donc du coup le sportif a besoin de glucides et a besoin de végétaux, ça c'est une réalité pour son carburant et sa protection aussi. Tout ce qui va être régénération, vitamines, minéraux provient des végétaux globalement énormément, donc c'est sûr qu'on en a besoin. Mais c'est vrai qu'on s'y intéresse beaucoup actuellement, mais c'est normal que le sportif en consomme tout le temps, quoi. Alors, une dernière question éventuellement? Une fois, 2 fois. Bon, 3 fois. Écoutez, je vous remercie. Oui, si. Moi, je vais profiter du micro pour vous dire que sur le stand H100 à 15h30, on fait un atelier formulation sur comment formuler une alimentation saine et durable. Et vous en apprendrez encore aussi, pas que sur les protéines, mais et avec des exposants qui viendront vous montrer ce qu'ils ont à présenter sur le salon. Très bien. Merci Sophie de Rénal. Merci Edwin Lucas. Merci Sylvie Richard. Merci à tous d'être venus pour cette table ronde pour parler de la nutrition sportive. Et on se retrouve tout de suite dans 5-10 minutes pour parler de la fameuse boisson au chanvre de la start-up V21 qui est présentée donc en ce moment au CFIA. Merci.